passer donc à notre dernière thématique, un petit peu plus raccourcie, qui est celle de qu'est-ce que les psychologues et les psychiatres peuvent apporter par rapport à l'ensemble des interrogations qui sont faites, comment ils intègrent eux-mêmes dans leur pratique. Et là, on va donner la parole à Lisa Douk, comment ils intègrent eux-mêmes dans leur pratique les nouvelles technologies, Internet et notamment Skype ou la visioconférence. Comment les technologies de l'information et de la communication peuvent servir aux soins et aux soins psychologiques en particulier, puisque au niveau du soin, je pense que tout le monde a entendu parler aujourd'hui de la télémédecine et de ses avancées. C'est une réalité aujourd'hui, ça présente des avantages, en particulier pour les personnes, les patients qui sont un petit peu isolés ou qui ont des problèmes de mobilité, entre autres. Au niveau psychologique et psychothérapeutique, la question se pose peut-être autrement. Moi, dans mon cas, en tout cas, j'ai choisi d'entamer une recherche, un travail de réflexion d'abord, avant d'envisager en fait de pratiquer la psychothérapie en ligne. Il faut dire aussi que j'ai eu dans ma pratique professionnelle une expérience assez longue en téléphonie sociale où je travaillais en tant que psychologue au téléphone. Et ça, c'est une pratique qui existe en France, mais dans beaucoup de pays depuis plus de 20 ans. Il y a très peu de travaux là-dessus d'ailleurs. Donc l'intérêt d'Internet et de la visioconférence en particulier, c'est de pouvoir recréer une forme de contact qui ressemble le plus possible au contact qu'on rencontre dans le cabinet du psychothérapeute. Et ça, c'est pas inné. C'est-à-dire que Skype, par exemple, ne suffit pas en tant qu'outil à produire un cadre qui va mettre le psychothérapeute et le patient dans des conditions similaires à celles d'un cabinet. Et ça, c'est essentiel parce que la réflexion sur le cadre et la réflexion sur une méthodologie spécifique à ce type de prise en charge est essentielle avant de la généraliser. Donc moi, ça fait 7 ans que je travaille sur cette question. J'ai fait mon doctorat de psychologie là-dessus. Et l'idée, pour faire court, c'est de dire qu'on peut retrouver, en termes d'écoute psychothérapeutique et en termes de mieux-être, on va dire, chez le patient, des effets tout à fait similaires à un suivi classique. Maintenant, ça ne va pas convenir à tous les patients. Je pense que, en termes de personnalité, en termes de situation aussi dans la réalité, je parlais d'isolement, je parlais de problèmes de mobilité, certains patients vont être plus sensibles à ce type de prise en charge. D'autre part, je pense que l'étude des spécificités de ce cadre va permettre d'avancer pour affiner cette pratique. Mais selon moi, ça serait dommage de se passer de l'apport des technologies de l'information et de la communication en termes de généralisation de l'accès aux soins. Et pourquoi on le ferait? Pourquoi on s'en passerait? Simplement, il ne faut pas le faire n'importe comment. Voilà. Serge et Patrice, la question de l'utilisation d'Internet en séance avec enfants ou adolescents autour de certains jeux, autour de certaines techniques. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est déjà engagé chez les psychiatres et les psychologues? Ça commence, mais il y a beaucoup de résistance encore. Il y a les pionniers dont Serge fait partie et quelques autres par la suite, mais ça pour essayer de former et d'initier l'utilisation comme médiation d'outils numériques, de jeux vidéo, etc. Je vois bien comment les résistances sont encore extrêmement actives. On peut espérer que le renouvellement générationnel dans la profession va aussi aider, mais c'est pas du tout encore répandu autant que ça pourrait l'être quand on connaît l'utilité et la rapidité avec laquelle ça mobilise vraiment des dimensions très profondes chez le sujet concerné. L'autre élément que je peux souligner dans notre métier, c'est effectivement que on va avoir de plus en plus souvent les avantages de l'utilisation de, Lise parlait de thérapie en ligne, mais aussi d'enseignement en ligne. Je pense en particulier au développement possible de ces outils et de leur usage dans le cas d'enfants et d'adolescents malades, d'adolescents hospitalisés, coupés des dispositifs d'études et qui peuvent profiter d'apports pédagogiques dans ces circonstances, ce que par exemple des associations dont je fais partie, comme l'école à l'hôpital, offrent déjà, mais là on voit bien qu'il peut y avoir un renforcement de ce type d'offres par le biais de ces technologies numériques, avec une interactivité dans la relation enseignant-élève tout à fait passionnante et qui mérite vraiment d'être développée.
La manière dont on l'envisage aujourd'hui nous paraîtra forcément ridicule demain. Je m'explique. Aujourd'hui, autour des e-thérapies, beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas mal, mais ça doit quand même moins bien marcher que si on voit les gens pour de vrai. Il y a des études anglo-saxonnes qui montrent que dans certaines pathologies, ça marche bien mieux que le fait de faire venir les gens pour les voir en réalité en face à face. Mais avec qui? Eh bien, avec des jeunes. C'est-à-dire avec des jeunes qui ont interagi avec leurs grands-parents quand ils avaient 2, 3, 4 ans à travers Skype. Et eux, c'est vrai, n'ont pas du tout la même relation aux écrans que des gens qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans. Dans les domaines de l'apprentissage, c'est la même chose. Aujourd'hui, enseigner 180 élèves avec une conférence donnée par un grand spécialiste via un écran, pour beaucoup de gens, disent ben oui, mais les enfants vont pas écouter. Les adultes n'écouteront peut-être pas, mais les enfants, si, vont écouter parce qu'ils ont un autre rapport aux écrans. Voilà, donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut nous rendre attentifs en sachant que la révolution numérique, c'est aussi le fait que tout ce que nous tenons pour acquis aujourd'hui va très probablement complètement changer dans les 2 ans qui viennent. Avant, il fallait 5 siècles pour les changements, et puis 1 siècle, et puis 50 ans. Et bien aujourd'hui, ils se font sur une dizaine d'années. Et je crois que c'est ça qu'il faut que nous acceptions, hein, c'est de rester curieux au changement, parce que c'est une manière de, bien sûr, ne pas rater la révolution numérique, mais c'est aussi une manière de rester proche de nos enfants. Donc nous sommes bien d'accord, hein, nous vivons une période de grands changements sur le plan culturel, sur le plan des pratiques, sur le plan des relations. Internet vient profondément modifier. Je ne sais pas si on a vraiment pris tous conscience de cette époque assez particulière et charnière dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'elle est très forte. J'entendais dernièrement quelqu'un avec qui je discutais qui me disait à propos de Facebook, mais Facebook, c'est déjà dépassé, les jeunes n'y sont déjà plus. Et ce dont on discute là aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, on sera sur d'autres aspects. Alors peut-être pour terminer, très difficile de conclure, inviter tous les internautes et le public de ce soir à nous rejoindre au colloque qui va beaucoup approfondir, bien entendu, à travers à la fois des communications, des conférences, des présentations de travaux, tables rondes, etc., la plupart des thèmes que nous avons soulevés aujourd'hui. Il y aura des sociologues, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des neuroscientifiques, des anthropologues, etc. Et puis vous donner peut-être, si vous voulez approfondir et continuer un petit peu à réfléchir de votre côté, alors rappelez l'avis de l'Académie des sciences, hein, l'enfant et les écrans dont on a parlé. Un autre document officiel, c'est celui de la défenseur des enfants, enfants et écrans grandir dans le monde numérique. Ça a été remis au président de la République l'année dernière, fin 2012. Voilà. Je voudrais vous présenter une autre référence, c'est Sciences Humaines qui vient de publier Des enfants mutants en relation avec le colloque, avec des articles particulièrement intéressants et des intervenants dont Serge Tisseron qui seront présents au colloque. Vous parlez aussi de la publication du livre de Patrice Huer. J'arrive pas à lire, Lise, parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, faut-il avoir peur des écrans? Donc voilà, l'ouvrage de Patrice Huer. C'est un collectif aux éditions Douin et c'est sorti le 7 octobre. Donc vous voyez cette actualité particulièrement riche. Rappelez l'ouvrage donc de Serge Tisseron, que je vous remonte donc également ici. Apprivoiser les écrans et grandir, 3, 6, 9, 12. Ben, il y en a pour tous les âges et il y a même après 12. Donc voilà, c'était plus difficile à mentionner en titre. Écoutez, merci à tous. Peut-être un dernier mot, je crois, du côté des réseaux sociaux. Il y avait une demande. Oui, je vais laisser Eric faire un petit rappel sur ce qu'il est possible de faire avec les réseaux sociaux en attendant les prochaines échéances. Oui, alors ce soir, on a eu la chance de vous diffuser ça en live grâce à l'équipe qui était là, mais les réseaux sociaux vont continuer à faire vivre ça, puisqu'à partir du moment où on a du stock numérique, nous allons pouvoir en différer, pouvoir faire discuter, que ça soit à côté de chez nous, aux 4 coins du monde, peut-être même en plusieurs langues, si certains le veulent, tout ce que l'on a discuté actuellement.
Le live, c'est bien, mais vous avez vu que des gens sont venus, pas autant qu'on voudrait, parce qu'effectivement, les gens sont occupés. Mais grâce à l'asynchrone, c'est-à-dire à la possibilité de parler après, on va pouvoir leur montrer tout ce qui s'est passé ici et les intéresser. Alors je rappelle le tag, il y en a deux, il y a conf maïf, on met un dièse devant, le tag qu'on appelle, ou dièse web maïf. Avec ça, posez vos questions. Et vous aussi ici, vous pouvez poser vos questions et répondre aussi en même temps. Voilà, on continuera cette dimension interactive et participative au colloque où il y aura un Media Lab et des contacts directs pour justement échanger sur toutes ces questions. Je voudrais terminer en remerciant bien entendu l'ensemble des partenaires, la Maïf, aux deux zones, le cercle des cultures ouvertes de Belleville, puisque voilà, nous étions au 39 rue de Belleville. Nous avons passé un bon moment ensemble et puis j'espère à la fois vous retrouver et surtout profiter de Twitter, hashtag et Facebook et Internet pour réfléchir à toutes ces questions. Merci et à bientôt.